bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Vandel, journaliste média. On est ici pour parler de ce 32e observatoire de la presse et des médias de la CPM. Je suis ravi d'être avec vous tous et toutes. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Stéphane Baudier. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur général de la CPM et avec vous, Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de la CPM. Bonjour. Bonjour Philippe. On est ici pour vous dresser un portrait de la presse en cette année 2021, après une année 2020 totalement atypique, qui aura encore ancré davantage que jamais la presse comme le média de proximité pour les Français. Évidemment, personne n'a oublié le confinement. Comment la presse s'est comportée cette année 2021 ? Comment s'est-elle adaptée, diversifiée dans ses modes de diffusion, notamment avec le développement d'offres d'abonnements digitaux, mais également en proposant des nouveaux contenus, comme les podcasts, comme la vidéo. Stéphane et Jean-Paul, si vous deviez qualifier cette année 2021 en quelques mots, on analysera ensuite le comportement de la presse. Mais d'abord, un constat, le tableau, la photographie de la presse 2021. En cette période de grands enjeux électoraux, je vais me permettre de dire que la presse, c'est un petit peu comme la France, puisque 96% des Français lisent la presse. Donc c'est toute la France qui lit la presse. Donc la presse, elle est constitutive de la France. Alors selon qu'on la regarde, d'un côté, elle peut paraître en difficulté. Il y a actuellement des gros problèmes sur le papier. Et puis si on la regarde de manière objective, avec les chiffres de la CPM, on s'aperçoit que il y a des groupes qui sont en grande santé, il y a des familles qui sont totalement transformées. Alors certes, par rapport à 2020, qui était une année totalement atypique, en 2020, 97% des Français lisaient la presse. Là, on est passé à 96%, mais globalement, c'est vraiment le média des Français. 1% de perdu, on a connu pire, Jean-Paul. La presse, c'est vraiment le média qui a subi les plus grosses mutations, la plus grande transformation du fait de son état. Et on est toujours ravis, justement, dans ce 32e observatoire, de constater que les volumes sont toujours là et que l'audience est toujours là. Les Français continuent de lire la presse. Absolument. Les ventes, comment sont-elles ? Alors, on va le voir avec Jean-Paul, mais elles sont plutôt positives, même très positives pour certaines familles. Et puis il y a d'autres familles qui sont encore en cours de développement. Alors Jean-Paul a un point sur les ventes. La diffusion, donc ce qu'on appelle la diffusion, c'est ce qui est diffusé et vendu, bien évidemment. Pour vous donner un chiffre, c'est toujours 3 milliards d'exemplaires. Ce 3 milliards d'exemplaires, ça fait des dizaines d'années qu'on est à ce niveau-là. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Alors que depuis que je fais ce métier, en gros depuis 25 ans, on me dit c'est la fin du papier. Exactement. Tu vas voir l'année prochaine. Exactement. Pas du tout. Alors Philippe, il y a effectivement un petit paramètre à ça, c'est que le papier, effectivement, c'est complété avec de la version numérique. C'est-à-dire c'est numérisé. Et donc aujourd'hui, quand on parle de diffusion, on parle bien de vente ou d'abonnement à un titre de presse sous sa forme papier ou sous sa forme numérisée. Mais c'est bien l'objet, on va dire, quelque part, dont on parle, et c'est le titre dont on parle. Donc c'est toujours 3 milliards d'exemplaires, c'est toujours 8 millions d'exemplaires diffusés chaque jour. Donc les chiffres sont bons. Alors 3 milliards d'exemplaires, c'est considérable. Qui vend le plus ? Alors, les deux grosses familles les plus grosses diffusions des deux grosses familles, c'est la presse magazine et la presse quotidienne régionale, qui représentent 75% de ces 3 milliards diffusés. Donc voilà, c'est les poids lourds. Ensuite vient la presse quotidienne nationale, donc avec une quinzaine de pourcents justement de ces 3 milliards-là, bien sûr qui sont regroupés, mais là sur 5 ou 6 titres, donc forcément beaucoup moins. Et puis après, la presse professionnelle et la presse gratuite. La presse gratuite, ça représente un gros volume ? Alors, c'est 74 millions d'exemplaires, la presse gratuite, quasiment à 50% sur une version justement numérique. On lit 20 minutes en l'occurrence, puisque c'est le titre référent de la presse gratuite d'information quotidienne aujourd'hui. Et bien sûr que c'est des volumes importants. Ouais. 20 minutes qui vient de fêter ses 20 ans. Tout à fait. Au-delà des chiffres par famille, on a aussi des très très beaux succès, Stéphane. Oui, alors des succès, ils sont nombreux. D'abord, il faut rappeler que la presse, ce sont les passions de tous les Français. Donc là, je vais vous citer quelques lancements, parce que quand on a une passion, on a envie de lancer un magazine. Alors, par exemple, c'est le lancement de Petits Plats, de Silence ça pousse, des Tsiloun, de CBD Actu. Donc le CBD est devenu quelque chose d'important. Donc il y a des passionnés de CBD. Ouais. Ils ont lancé un magazine pour parler de CBD. Pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme. Oui, mais après, ils peuvent se rouler les feuilles pour en faire des...
On y a tous pensé. En matière de progression, et puis on célébrera ce soir les plus beaux succès lors des étoiles de la CPM, il y a des progressions dans toutes les familles de presse. Par exemple, presse magazine, décoration côté Est. Sur de la presse quotidienne, il y a Libé, il y a Le Parisien. Sur de la presse news, il y a Le Point. Il y a Le Monde des ados. Donc là aussi, il y a de la presse jeune qui cartonne. Donc des progressions, on en retrouve dans toutes les familles. Il n'y a pas une famille en particulier, mais il y a partout des marques de presse qui font des gros succès en vente. Alors la presse, Jean-Paul, c'est évidemment autre chose que des exemplaires vendus. Sinon, on prendrait un comptable et on aurait terminé cette émission depuis très longtemps. C'est aussi l'incroyable succès des sites, des applications qui fait de la presse française, peu de gens le savent, le premier média digital français. On va y revenir quand on parlera d'audience. Oui, tout à fait. La CPM, justement, c'est pas que l'OJB qui contrôle, justement, comme tu l'as dit très bien, le contrôle comptable et financier de la presse, puisque depuis 20 ans maintenant, puisque nous aussi on fête nos 20 ans à la CPM, en tout cas pour le contrôle du digital, on contrôle la fréquentation des sites médias. Alors tous les médias, mais bien sûr en particulier la presse, parce que très rapidement, les sites de presse ont développé, je dirais, un complément qui était un nouveau support, qui était les sites à l'époque, après les applications, et puis après tout ce qu'on a connu et qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la presse, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, la presse n'a jamais été aussi proche des Français parce qu'on l'a partout. Vous l'avez dans votre téléphone, vous l'avez dans votre autoradio, vous l'avez sur votre ordinateur, vous l'avez sur votre télé, et vous avez bien sûr votre journal sur la table basse ou sur votre bureau. Donc elle n'a jamais été aussi proche, et la fréquentation des sites médias, c'est effectivement énorme. Alors c'est dur à se représenter, mais effectivement c'est presque 70 millions de visites tous les jours sur, on va dire, 250 sites qui constituent les sites médias d'information et d'actualité généralisée. Juste un mot, c'est très, très, très diversifié. Donc, on est loin du cliché qui est The Leader Takes All, où tout le monde se concentre sur un seul. Là, pas du tout, dites-vous. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un nombre... Alors, effectivement, il y en a un tout petit peu moins que des titres de presse parce qu'il y a des concentrations, il y a les fameux effets portail des sites, mais en fait, il existe quand même une pluralité, c'est important de la conserver. Et oui, il y a beaucoup de sites, puisque il y a les sites en région, et qui sont beaucoup plus proches des gens qui habitent en région. Il y a les grands quotidiens nationaux qui traitent justement un petit peu plus de fond, peut-être, et qui ont une couverture plus forte. Et puis après, il y a tous ces sites, justement, avec des thématiques bien précises, sur la cuisine, sur les adolescents, sur le canoë-kayak, etc. Et donc, il en faut pour tous les goûts, et les automobiles, bien sûr, on n'oublie pas ça. Voilà, on verra les chiffres ce soir lors de la remise des prix. Juste un mot, quand moi je reçois des gens qui font des sites de presse dans mon émission, ils sont tous numéro 1. Donc c'est vous qui êtes en charge de contrôler les vrais chiffres. Alors, on n'est pas chez Jacques Martin, c'est pas l'école des fans. Tout le monde n'est pas numéro 1. C'est marrant parce que Stéphane connaît cette expression, je l'utilise souvent au bureau. Et alors moi, c'est ce que je vous invite tous à faire, c'est aller sur le site acpm.fr. Vous avez tous les classements, toutes les catégories, et vous avez la fréquentation de chaque site en nombre de visites, de pages vues et de visiteurs. Vous avez le nombre d'exemplaires, et vous avez bien sûr l'audience, c'est-à-dire le nombre de lecteurs de l'ensemble de ces supports. Tous les classements, y compris les podcasts ? Et oui, y compris les podcasts, c'est le petit dernier des classements, puisque nous on appelle ça des classements ou des certifications. C'est le petit dernier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les éditeurs médias se sont lancés justement sur ce nouveau format audio, qui est alors pas si nouveau, puisqu'il a déjà presque 20 ans lui aussi, mais format audio, c'était un petit peu le rêve de Gutenberg, de devenir écoutable, audible, et donc aujourd'hui, des articles, des émissions sont réalisées par des éditeurs de presse, Caracol en tête des classements, vous pouvez aller les voir, les podcasts des Échos, le podcast du Parisien, de Ouest France, et de tous les autres titres de presse, 20 minutes également, qui ont des très bons podcasts, donc, et qui se mélangent. Ce qui est juste intéressant, c'est que le podcast réunit finalement tous les éditeurs de presse, puisque ça touche l'audiovisuel, la télé, la radio, et bien évidemment les gens de la presse. Voilà, ce qu'on appelle des podcasts natifs, et non pas des podcasts qui sont une duplication de ce qu'on fait par exemple à la radio, et je suis ravi qu'il y ait beaucoup de podcasts radio de toutes les radios. Comment les Français lisent-ils, écoutent-ils ces milliards de contenus ? Autrement dit, quelle est l'audience de la presse, si tant est qu'elle puisse se quantifier, Stéphane ? Donc, évidemment qu'elle peut se quantifier, c'est le travail de la CPM. Donc, 96% des Français lisent la presse. Il y en a 34% qui sont vraiment attachés au papier, au print. Donc il y a 34% de ces 96% de Français qui lisent la presse en papier, ce qui veut dire aussi qu'il y en a 66% qui sont devenus exclusifs digitaux.
Donc, ça, ce qui nous permet de dire que la presse est des médias historiques, celui qui a réussi le plus vite et le mieux sa transformation. Donc, la presse est le premier média digital pour les Français. Alors, à préciser que là aussi, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est que on a commencé à lire la presse d'abord sur son ordinateur, et maintenant, c'est pratiquement fini. Tout le monde la lit sur son téléphone. Donc la lecture de la presse, la consommation de la presse est maintenant majoritairement sur son portable. Je souris parce que je me vois comme un dinosaure, parce que moi je lis plutôt sur l'ordinateur que sur le portable. Ouais, Philippe, Voilà. On avait cru à la tablette à un moment, Oui, puisque ça a pas la pris. tablette en réalité non, ça n'a pas pris. En revanche, le mobile, oui, c'est ça, on est à plus de 50%. Si on prend les supports numériques, c'est 50% de la consommation est faite sur le mobile. J'anticipe peut-être une question, mais quand on va acheter un journal en kiosque, il est payant. Quand on le regarde sur le portable ou sur l'ordi, il est parfois gratuit, parfois non. C'est un éternel débat. Est-ce que là, on connaît la part des uns et des autres? Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment faire la différence entre la version numérique. Donc la version numérique, c'est exactement le journal avec le même contenu rédactionnel, les mêmes pubs, mais simplement vous le lisez sur un PDF. Donc ça, c'est payant. Et ça fait partie donc, des milliards d'exemplaires que la CPM contrôle. Puis de l'autre côté, il y a toute la fréquentation des sites et des applis, qui pour encore un très grand nombre est gratuite. Là aussi, c'est contrôlé. Mais quand on regarde l'audience de la presse, des marques de presse en général, on additionne bien ce qui est des lecteurs payants, papier et numérique, et puis ceux qui consultent gratuitement. Quand j'ai préparé cette émission avec vous, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est vous battez en brèche une idée reçue, qui est de se dire les jeunes ne lisent pas la presse, pas du tout. Alors ça, merci Philippe, parce que justement en cette période très particulière, là dans quelques jours c'est le second tour, il faut répéter que notre jeunesse est une jeunesse cultivée. La jeunesse française lit la presse à 90%. 90% des 15-24 ans, ils lisent la presse. Une fois par jour, ou une fois par mois, ou une fois par semaine? Parce que c'est pas le même chiffre. Exactement. Donc alors, là, c'est une fois par mois, de manière générale. Et quand on regarde sur, je veux dire, que ce soit une fois par semaine ou une fois par jour, ils sont encore plusieurs dizaines de millions. Donc la jeunesse, elle lit la presse, elle l'apprécie. Alors elle la lit maintenant quasi majoritairement sur leur portable. Donc ils sont très très peu nombreux à aller en kiosque, sinon pendant les vacances sur la plage. Mais la presse est vraiment là aussi un des grands médias de la jeunesse française. Chiffre extraordinaire que j'ai découvert en préparant cet entretien, c'est que la lecture réduit de 68% le taux de stress. D'où vient ce chiffre et quel rapport? J'adore, hein, mais d'où ça vient? Alors, la CPM réalise une multitude d'études accompagnées par les plus grands instituts pour faire en sorte que justement nos chiffres soient les plus robustes, les plus crédibles possibles. Et donc, dans la grande étude qui s'appelle OneNext, qui étudie l'audience des marques de presse, on pose aussi des petites questions pour connaître les comportements des Français. Et justement, à quelques jours des élections, lisez la presse, on s'aperçoit dans toutes ces études que c'est vraiment l'une des attitudes des consommations les moins stressantes de tout ce que l'on peut faire chez soi ou à l'extérieur. Vous parlez des élections, vous avez bien raison. Quelle est l'attitude des Français? Quelle est la confiance des Français dans la presse? Alors, la presse d'abord a permis aux Français de découvrir, d'approfondir les grandes thématiques qui ont fait nos 3 semaines, 2 mois de débat électoral. Donc tous les grands sujets, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit la santé, les Français les ont découverts, sont allés plus loin dans la presse. Donc c'est vraiment la presse qui est, pour ces grands sujets démocratiques, le premier média d'information juste à côté de la télévision. Par contre, c'est la presse qui permet d'aller plus loin, de se forger une opinion, et en particulier sur les chiffres du digital, puisque c'est ce qu'on peut obtenir de la manière la plus rapide. Il y a des progressions très très importantes, en particulier depuis quelques jours. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Paul, ou pas du tout? Non, c'est très bien, c'est très clair. Nous, on est ravis justement de communiquer tous ces chiffres qui peut-être démontrent ou cassent un petit peu les idées reçues que la presse est un média un petit peu old school, comme on disait. En fait, pas du tout. C'est certainement celui qui a su le mieux se réinventer aujourd'hui. Je suis enchanté de l'entendre. On vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour la cérémonie des étoiles de la CPM. Elle sera diffusée sur le site demainlapresse.fr en live streaming, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À plus.
Merci Stéphane et merci Jean-Paul, c'était passionnant. On va continuer à parler évidemment de la santé de la presse avec 4 autres invités qui vont apporter leur regard d'expert, chacun bien à lui, bien à elle. Regard d'agence, d'annonceur sur ce bilan 2021. Avec vous, avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Antôme. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école de journalisme de Sciences Po. Didier Falcon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, fondateur, créateur des Clés de la Presse. Un mot, c'est quoi les Clés de la Presse ? C'est un support d'information destiné aux professionnels de la presse, basé sur les modèles économiques de la presse et des médias. Hervé Ribot-Schinberg, vous êtes directeur de médias à Intermarché. Bonjour. Je ne me suis pas trompé. Et Stéphanie Joliveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG Business Intelligence du pôle luxe chez Publicis Média. Je vais commencer avec vous, Didier Falcon, donc directeur fondateur des Clés de la Presse. On vient d'avoir ce bilan très complet de la presse en 2021. J'imagine que vous êtes d'accord. Que voudriez-vous ajouter à ce qui vient d'être dit ? Comment vous voyez la digitalisation de la presse, dont on a vu qu'elle a été un remède, peut-être pas miracle, mais en tout cas essentiel pour la presse quotidienne ? Alors oui, là on a eu beaucoup de chiffres, donc c'est pas mal de prendre un peu de temps pour essayer de les interpréter. Moi je trouve qu'il y a des vraies raisons d'y croire. D'abord, si on prend le chiffre global, une baisse de moins 2,9%, c'est un peu mieux que les baisses précédentes, que des années précédentes, qui étaient à plus de 3%, voire à plus de 5% pendant des années. Alors, c'est pas satisfaisant, bien sûr, mais ça reste quand même plutôt encourageant. On a vu la croissance du numérique, et on le voit dans des chiffres très précis. Le Monde, aujourd'hui, 75%, plus de 75% de leur diffusion est numérique. Donc, effectivement, alors c'est pas que c'est économiquement intéressant aussi pour eux. Le Monde, au passage, qui lance une édition en anglais. Exactement, tout à fait. Mais au-delà des tendances générales, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis cet univers de la presse. Il y a 20 ans, on pouvait raisonner en grande famille, celles qui montaient, celles qui descendaient, etc. Aujourd'hui, en fait, au sein de chaque famille, il y a quand même beaucoup de différences en fonction de la capacité des éditeurs à innover, tout simplement. Et je regardais dans les chiffres un peu plus dans le détail de la CPM. Sur 2021, il y a quand même plus de 80 titres qui ont eu leur diffusion France payée augmentée de plus de 1%. Et la moitié, une quarantaine, de plus de 5%. Donc c'est quand même relativement significatif. Et il y en a dans tous les domaines. Même dans des familles qui sont censées ne pas être en forme. Par exemple, à laquelle vous pensez ? J'avais noté Jeune Afrique, plus 27%, J'apprends à lire, plus 25%, Libération, plus 18%, M, le magazine du Monde, plus 14%. Donc c'est quand même, c'est important. J'apprends à lire, c'est peut-être un effet du confinement, avec les parents obligés de faire l'école aux enfants. Totalement. Et on s'en réjouit, hein. Je suis pas là pour critiquer. Tout à fait. Ils étaient déjà en forte hausse l'année précédente. Ah oui, et ça continue. Et donc là, ça continue. Donc c'est plutôt encourageant de se dire qu'il y a des titres de presse qui se portent bien. Alors, il ne faut pas faire de l'angélisme, hein, tout va pas bien dans la presse, mais malgré tout, il y a des familles, la presse quotidienne nationale, ils en ont parlé tout à l'heure, effectivement, qui progresse plus 4,7%, c'est quand même beaucoup, et sa diffusion progresse depuis plusieurs années, donc c'est quand même relativement significatif. Alors, par contre, effectivement, si la presse professionnelle, j'avais noté, la presse quotidienne régionale résiste plutôt bien. Par contre, la presse magazine et la presse hebdomadaire régionale se portent un petit peu moins bien, mais peut-être parce qu'elles n'ont pas réussi, du moins pas achevé la transition digitale. Vous me posiez la question effectivement de cette transition digitale. C'est peut-être plus facile à faire pour la presse quotidienne ou pour la presse d'actualité. Vous avez de l'actualité, les élections, le Covid, la guerre en Ukraine. Ça fait revenir les internautes sur des sites, donc ça peut fonctionner. Pour la presse magazine, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas ce support d'actualité. Donc on est dans l'animation de communauté, c'est plus compliqué. Il faut aller rechercher des nouveaux supports, d'où les podcasts, d'où les formats longs, d'où les enquêtes. Enfin, on revient du journalisme de base qui n'est pas que de la brève sur Internet. Donc, je trouve que c'est assez encourageant. Est-ce que ce bon bilan se traduit de manière économique ? C'est-à-dire, vous posez la question différemment, est-ce que l'audience et le chiffre d'affaires sont corrélés en 2021 ? Corrélés, non. Mais dans les Clés de la Presse, on fait chaque année un bilan justement économique le classement des groupes de presse, et on se rend compte finalement que sur 2020, où on avait tous les chiffres, les groupes de presse s'en sont plutôt bien sortis. Les premiers chiffres donnés par les éditeurs de presse sur 2021 restent corrects. Donc c'est plutôt encourageant. C'est pas forcément lié à la digitalisation à outrance, hein, mais effectivement, on n'a pas vu de grosses déconfitures entre guillemets ou de groupes de presse qui se soient effondrés du jour au lendemain.
On le voit au niveau publicitaire, les résultats du bump, c'est le bilan publicitaire de l'année, montrent que finalement les journaux ont eu tendance ils vont rattraper dès 2022, ou certains l'ont déjà fait en 2021, leur niveau d'avant-crise donc de 2019, alors qu'on se souvient qu'en 2008, il a fallu 10 ans pour qu'ils retrouvent les niveaux d'avant 2008, avec la crise financière. Ouais. Alice Anthéon, vous voulez dire quelque chose? Ce qu'on peut quand même dire sur le confinement, les couvre-feux, etc., c'est que ça a globalement accéléré la transformation numérique de la presse. On l'a vu, puisque en gros, si vous n'existez pas sur un smartphone, vous n'existez pas quasiment tout court. C'est vrai aussi des nouveaux lecteurs, et c'est vrai aussi parce que vous vous souvenez sans doute quand on était tous coincés chez nous, parfois, il n'y avait qu'un seul écran pour tout un foyer, ce qui fait que les téléphones individuels sont devenus un peu la fenêtre du monde et l'accès à l'information. Et il y a vraiment un point qui est resté maintenant en 2002, après ces 2 années de Covid, c'est finalement cette histoire de transformation numérique pour la presse quotidienne régionale. Ils font une percée quand même assez importante parce que le poids de l'information locale en temps de crise sanitaire, c'est majeur, à la condition que les contenus, les formats soient pensés pour une utilisation sur smartphone. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut garder en tête pour 2022. C'est global, je dirais. L'évolution des usages, c'est pas propre aux médias. Hein. Les usages vont vers le mobile. Donc effectivement, les médias sont obligés de s'adapter à ça. Et puis les chiffres de la CPM le montrent bien. Ce qui est juste un mot de ce que dit Alice Anthéon, c'est que c'est en temps de crise qu'on progresse, même quand on s'y attend pas. Malheureusement, je vais faire une comparaison un petit peu douteuse, mais l'aviation a progressé à la guerre de 14. C'est que tout d'un coup, on cherche des nouveaux modes et c'est presque, je vais pas dire un mal pour un bien, mais il s'est passé des choses qui ne se seraient pas passées de cette manière-là, en tout cas pas aussi rapidement. Vous vouliez dire? Je vous ai interrompu. Non, je disais simplement, il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus. Il y aura certainement des retours de bâton. Il va falloir, pour tous ceux qui ont pris des prêts garantis par l'État, à un moment les rembourser. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la hausse massive du prix du papier. Et ça, c'est un... Et c'est pas fini, le prix du papier, parce qu'il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine. Oui, mais ça commence à représenter des sommes considérables. La distribution de la presse, même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui, c'est quand même le nombre de points de vente continue à diminuer. Même s'il a perdu beaucoup moins en 2021, juste quelques centaines de points de vente contre un millier depuis des années. Et donc, il y a encore pas mal de points d'interrogation autour de l'avenir de la presse. Et même si la baisse des points de vente a diminué, s'il n'y a plus de kiosques dans votre quartier, ce qui est mon cas, il n'y a plus de kiosques dans le quartier. Même si ça baisse plus ailleurs, de toute façon, ça ne va pas faire revenir les kiosques. Ce qu'on aimerait, c'est que la courbe change de sens, pour paraphraser un président célèbre. Exactement. Non, mais tout à fait. Une montée sur les abonnements purs numériques, du fait de la crise, du fait de, effectivement, cette demande des usages numériques renforcés. Donc, même s'il y a moins de kiosques, il y a des formats disponibles et des abonnements purs numériques. Vous parliez du Monde tout à l'heure. Ils sont à 400 000 abonnés purs numériques. Le Figaro, ils sont à 250 000 purs numériques. C'est quand même des chiffres qui montrent qu'il y a un petit mouvement à la hausse vers l'abonnement purement numérique. Exactement. Aujourd'hui, je crois que la diffusion du Monde, c'est France payée, vraiment payée, c'est plus de 450 000 exemplaires. Ça faisait des années, je ne suis même pas sûr si dans les années 80, 90, ils étaient déjà à ces niveaux-là. Donc, effectivement, et là, c'est de l'abonnement payant. Mais ça fonctionne bien pour ce que je disais tout à l'heure, pour la presse d'actualité, les quotidiens. Donc les nationaux sont arrivés en premier. Libération, il y a 25 ans, ils étaient à 180 000 exemplaires, ils sont tombés à 50 000 exemplaires. Là, ils remontent à 80 000 exemplaires. Donc effectivement, le numérique permet un regain. La presse quotidienne régionale s'y met est plutôt bien. En proposant, parce que dans l'abonnement numérique, vous avez l'information, vous avez le contenu du journal, vous avez le contenu des sites internet, des sites mobiles, mais vous avez aussi les archives, ils ajoutent les podcasts aujourd'hui, les alertes. Donc effectivement, ils en mettent beaucoup pour réussir à... Je saurais, parce que moi les alertes, je les coupe. Parce que sinon il y en a trop, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui m'intéressent. Exactement. Donc j'en suis à ce paradoxe que je coupe tout, sinon je suis tout le temps de regarder les alertes. Et tout le monde connaît ça. Et puis je pense qu'il y a... Si on revient à la presse moins numérique, mais là, en 2021, le nombre d'innovations éditoriales, on avait comptabilisé un peu moi, j'avais ressenti, c'est plus de 150 nouveaux titres en 2021. Alors, c'est un peu moins vrai début 2022, là, parce qu'effectivement, je pense que la hausse des prix du papier fait que ça risque d'être compliqué. Mais c'est sur des titres dont certains se vendent 50, 60, 80, 100 000 exemplaires. En fait. Si on peut faire un bilan sur les 150 nouveaux titres lancés, combien ont tenu, ont passé l'année, comme on dit ?
J'avais tendance à dire que, compte tenu, je pense une bonne centaine. Par contre, si on raisonne sur plusieurs années, si on dit qu'il y a 200, 150, 200 nouveaux titres par an, il y en a 100 à 150 qui disparaissent aussi par an, qui sont pas les mêmes, mais donc ça se renouvelle petit à petit malgré tout. Parmi les modes de financement, il y a évidemment la publicité. Je me tourne vers vous, Stéphanie Joliveau. Vous êtes DG Business Intelligence du pôle luxe de Publicis Média. Qu'est-ce que vos clients, principalement donc dans le secteur du luxe, demandent à la presse? De l'efficacité, du prix, un bel objet, rien de tout ça, ou j'imagine tout ça à la fois? Alors oui, un bel objet certainement, de l'efficacité, oui. Avant de parler d'efficacité, moi je voudrais parler des relations entre la presse et le luxe, parce que finalement elles existent depuis la fin du 19e siècle, pardon. C'est une forme de soft power, de culture, probablement aussi d'influence très forte, la vraie influence, et puis aussi de liberté. Je pense d'ailleurs, si on fait un petit point sur... on parlait d'actualité tout à l'heure, mais la liberté, elle est clé aujourd'hui, puisqu'on dit que la liberté dépend de la liberté de la presse. Et le luxe, aujourd'hui, cultive vraiment cette liberté. La presse cultive la liberté d'expression, le luxe cultive la liberté de création. L'influence clé, bien évidemment, puisque au-delà d'être un bel objet, la presse est crédible, elle est légitime, elle est statutaire, elle se premiumise, notamment dans les univers de la presse magazine ou même des quotidiens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a cette relation aussi très forte par rapport aux médias, puisque c'est un des médias les plus mémorables, puisque c'est 40% de mémorisation, la presse, donc c'est beaucoup. Et puis c'est probablement aussi un des médias où la publicité est jugée la moins intrusive. Il y a une relation, une liaison, voilà, parce que c'est des très belles publicités, c'est des publicités statutaires. Et surtout, on peut tourner la page si elle nous déplaît. Voilà, et je peux même donner le chiffre. Contrairement à la radio ou à la télé. C'est 46%, donc c'est énorme. 46% des Français, c'est le média où la publicité est le moins intrusive, et notamment, évidemment, avec les très belles campagnes du luxe. Après, il y a une notion d'engagement qui est extrêmement importante. Je pense que la presse aujourd'hui est un vrai passeur de culture de toutes les stratégies du RSE du luxe. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait qu'il y a une dimension citoyenne du luxe aujourd'hui, sociétale, qui est très importante sur les engagements. Et probablement, la presse est un super passeur. Je t'ai donné d'ailleurs de voir les chiffres qui viennent de sortir, par exemple sur l'univers de la beauté. Donc, il y a évidemment la partie éditorial print, 33% sur la RSE. Mais c'est le digital qui est en tête. Donc, c'est vraiment la presse magazine en ligne. Et le premier titre qui arrive sur la beauté, c'est Les Échos. Donc, Les Échos qui a créé une vraie verticale RSE. Donc, c'est très étonnant parce qu'on s'attend à la presse féminine. On est tous sciés ici. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant. Comment vous l'expliquez alors? Alors, je l'explique parce que Les Échos ont un engagement très fort sur la RSE. Mais moi-même, j'ai été étonnée de ce chiffre. Je m'attendais à avoir un grand féminin. Les Échos arrivent en tête. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir aussi la partie... Alors, il y a la partie économique aussi, qui est très importante dans le luxe. Et puis après, il y a ce temps long par rapport au digital qui est très important en presse. D'abord, on passe du temps. Parfois, on garde ces magazines. Bien sûr, on les pose sur la table basse. Voilà, on les pose sur la table basse, les fameux Coffee Table Magazines. Et on sait à quel point le luxe aujourd'hui travaille l'attention, la mémorabilité, la désirabilité. Et ce temps long, il est super important aujourd'hui dans l'univers du luxe. On voit que les codes bougent aujourd'hui sur le luxe. On n'est plus sur les signes extérieurs de richesse, on est plutôt sur les signes intérieurs. Cet esprit de pérennité. Et je trouve que la presse, finalement, elle répond parfaitement à ça. Donc, c'est un vrai, pour moi, passeur de culture. Dernière petite question technique avant de donner la parole à Hervé Ribaud-Schinberg. Le luxe, c'est quoi la définition du luxe? Où ça commence, où ça s'arrête? Ce sont les grandes marques ou les petites marques, les moyennes marques? C'est quoi le luxe? Ça commence où? On sait que ça s'arrête à Dior, alors, le luxe aujourd'hui, Balenciaga, mais ça démarre où? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de limite sur le luxe. Il y a un champ des possibles qui est énorme parce que finalement, c'est l'excès, le luxe. Donc oui, ça peut être du premium, ça peut être Balenciaga, ça peut être plein d'expressions différentes. En tous les cas, je pense que voilà, on est sur une nouvelle définition du luxe probablement. Je pourrais faire la contraction de luxe et ascèse. On est sur une forme de minimalisme aujourd'hui qui est super intéressante et justement de signes intérieurs, de pérennité, de temps long. D'ailleurs, il y a l'étude très intéressante d'Equimetrix qu'a fait la CPM l'année dernière qui montre que finalement la presse travaille le ROI à long terme. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'effectivement, on a été dans une période de crise où tout le monde voulait du retour sur investissement à très court terme. Qu'est-ce qu'a montré Equimetrix? C'est qu'effectivement, la presse travaille très bien l'image, mais aussi les ventes, et surtout laisse un effet de mémorisation, une empreinte, un ancrage plus long que sur les autres médias.
Et ça, c'est tout à fait ce que recherche le luxe aujourd'hui. Voilà, on repoussait à la fast fashion et donc il n'y a pas de fast ROI. Voilà, exactement. Si Il y en j'ai a bien suivi. sur d'autres médias, ça Mais c'est existe. pas ce qu'on cherche. Et la presse, en tous les cas, travaille le ROI long terme, et ça, c'est hyper intéressant. Hervé Ribaud-Schinberg, directeur média d'Intermarché. Vous êtes un grand annonceur. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphanie Joliveau? Oui, à ceci près que notre activité de grand distributeur nous conduit souvent à regarder aussi les résultats à court terme, mais j'acquiesce sur le fait que la presse est un levier média extrêmement important pour nous pour travailler de l'image à long terme. On le travaille de deux façons, la presse, chez Intermarché. On la travaille de manière un peu haute, c'est-à-dire en essayant de faire passer des messages auprès d'influenceurs. On a essayé de faire passer le Nutri-Score, le Franco-Score. Le Nutri-Score, il y a 20 ans, et le Franco-Score, il y a 2 ans. Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par faire passer? Faire passer, c'est faire comprendre à nos, d'abord au corps intermédiaire et puis aussi à nos consommateurs que ça existe et que c'est important pour eux. Le Nutri-Score, c'est important pour eux. Mais pardonnez-moi, c'est une campagne nationale ou est-ce que c'est spécifique à Intermarché ou vous-même, vous faites une action déterminée, spécifique sur ce thème, par exemple? Alors, il y a 20 ans, c'était une campagne nationale. L'année dernière, sur le Nutri-Score, c'était aussi une campagne nationale et on interpellait les membres du gouvernement qui allaient débattre du Franco-Score pour savoir si c'était intéressant, s'il fallait y aller ou pas, s'il fallait effectivement donner aux Français l'occasion de comprendre quel était le pourcentage du produit français à l'intérieur du produit industriel qu'ils allaient acheter. Donc nous, c'est important de faire passer ces messages, parce qu'il n'y a que la presse, en fait, qui peut Non, puis à chaque fois, c'est des faire ça. campagnes à la fois engagées et impactantes. Oui, alors on a la chance d'avoir une très très bonne agence et qui interpelle aussi par ses accroches. Donc il y a cette partie haute, et puis il y a aussi la partie, disons, plus consommateur. Intermarché, c'est 1858 magasins en France, c'est un magasin tous les 17 km. Et donc, quelle est la meilleure, disons, le levier presse ou le meilleur titre qui peut, enfin, plusieurs titres qui pourraient nous être utiles, c'est la presse quotidienne régionale, puisqu'elle a la même capillarité, finalement, que l'implantation de nos magasins. Donc, on est intimement liés par cette structure. Et on ne fait pas que ça. Évidemment, puisque c'est bien de parler à travers la presse quotidienne régionale qui à la fois mobilise notre réseau, mais aussi nos clients. Et puis, on a réintroduit depuis 2019-2020 plus de presse magazine, plus de presse quotidienne nationale aussi, parce qu'on a besoin de ce temps long, on a besoin de réaffirmer aussi un certain nombre de choses sur notre modèle économique. Parce qu'on est producteur et commerçant, donc on a des usines, on a des ateliers de production, et on les achemine et on les vend. Et donc, on maîtrise toute cette chaîne. Et pour maîtriser et expliquer, c'est très compliqué. Hein. C'est finalement... Et il n'y a pas beaucoup de médias où on prend le temps, où on lit la body copy, où on interpelle, mais on essaye d'expliquer ce qu'on est, qui nous sommes, notre ADN, pour faire passer le message qu'on essaye de faire passer, c'est d'essayer de faire que les Français mangent un peu mieux tous les jours. Vous faites aussi des films, de communication de 3 minutes. C'est oui. C'est rare plutôt. C'est pas courant. C'est disruptif et c'est notre effectivement. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que c'est compliqué à acheter. Alors, je parlais d'efficacité à court terme parce que nous, on regarde vraiment tout ça de manière extrêmement... on a un modèle économétrique qui nous permet de regarder exactement chaque euro investi, combien ça génère en chiffre d'affaires incrémental pour notre marque. Lui, c'est tout de suite. Hein, il veut pas attendre 10 ans. Il veut voir. Je suis alors désolé d'être le grand argentier aujourd'hui sur ce plateau, mais vraiment... Mais non, il y a plein de métiers différents. Il y a plein de métiers différents. C'est normal. Ouais, bien sûr, évidemment. Et est-ce que tu es au niveau des chiffres de la CPM? L'étude équimétrique, je donnais l'an dernier. J'étais un peu mieux. Un euro investi, c'est dans la presse, c'est je crois entre 6 ou 7 euros. Retrouvé ensuite. Et 1,5 sur le luxe. Voilà, Donc, c'est ça. Alors, j'étais un peu mieux que le chiffre d'Equimetrix, en tout cas sur notre modèle. Donc, j'étais très... ça donne confiance, du coup, à mes patrons pour continuer à investir dans la presse. Parce que... Donc, le film, je vais terminer sur le film, sur les longs films. Oui, les grands films, alors, ils sont disruptifs et ils ont marqué un moment de rupture en 2017, puisque c'est avec L'amour qu'on a, avec la musique de... voilà, et ce beau film nous a
fait vraiment nous différencier par rapport au reste des grands distributeurs qui, effectivement, qui tapaient sur le prix produit, hein, parce que c'est quand même là la bataille, et ça l'est encore plus aujourd'hui, hein, dans la défense du pouvoir d'achat de nos consommateurs. Mais il fallait qu'on crée cette rupture et cette préférence de marque, et on a construit notre positionnement là-dessus. Alors ça, c'est en télé, mais finalement, ça représente, par rapport à tout l'investissement média qu'on réalise par an, c'est finalement si peu. Donc on retient ça, mais tant mieux, parce que ça marque les esprits. Puis la télé, ça s'adresse à tout le monde. Et ensuite, on va, avec la presse, expliquer notre positionnement, interpeller des publics influenceurs, et puis parler aux consommateurs, à la fois intermédiaires que sont nos adhérents, hein, c'est un club des adhérents Intermarché, finalement, et aussi aux consommateurs finaux. Vous voyez, donc toute cette richesse-là nous permet de faire cette stratégie. Avant que je donne la parole à Alice Anthéo, une dernière petite question. Vous étiez auparavant patron de la presse chez Havas, c'est bien ça. Est-ce que votre regard sur le média a changé en passant du côté de l'annonceur ? Alors, j'étais patron de la presse, j'étais patron du digital, j'étais patron des achats, donc j'étais patron de plein de trucs. Mais non, ça n'a pas changé parce que quand j'étais patron de la presse, j'ai adoré ce levier, ce média, rencontrer les éditeurs. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre en passant du côté obscur de la force. C'est vous qui l'avez dit, hein. On remonte, en fait, je dis souvent qu'on remonte d'un cran dans l'échelle, dans l'échelle alimentaire, donc, parce que là, on décide, en fait, hein, quand on est annonceur, on décide. Et tout le travail que j'ai fait, c'était de faire reconsidérer la presse à mes dirigeants, qui pensaient, parce que les chiffres que tu évoquais, Didier, étaient sur une courbe décroissante structurelle, et que finalement, ça n'intéressait plus personne. Aujourd'hui, quand on regarde les 100 premiers sites en digital, 8 sur 10 sont issus de titres de presse. 8 sur 10. Donc voilà, la presse, elle est là aussi, elle passe par le smartphone, vous l'avez très bien évoqué, et elle adresse des cibles jeunes, nos futurs clients, les moins de 35 ans. Vous savez que pour nous, c'est hyper important de renouveler en tout cas, les cibles qu'on va adresser, parce que les clients, ils changent, ils bougent. Bien sûr. Et donc, la presse, à travers le digital, c'est aussi, pour nous, un moyen d'aller capter des nouveaux clients, toute cette génération qui la consomme différemment. Et on s'est adapté. Et tout mon discours, ça a été de dire à mes dirigeants, la presse, c'est pas simplement le papier, c'est tout l'écosystème qui existe. Et cet écosystème, il faut le travailler peut-être un peu différemment quand on est en impression papier que quand on est en impression digitale. Et il faut s'adapter à la grammaire de chacune des propositions de valeur sur le digital des titres. Donc il faut qu'on s'adapte. Transition toute trouvée avec les questions que je voulais vous poser, Alice Anthéo, la grammaire et aussi l'âge de naissance. On va parler des jeunes. Est-ce que... D'abord, je rappelle que vous êtes la directrice de l'école de journalisme de Sciences Po. Est-ce que la presse a la cote chez les futurs journalistes ? L'info a la cote chez les futurs journalistes. C'est assez paradoxal parce que en France, le métier de journaliste est très impopulaire. Hein. Ça fait partie des métiers les moins Je crois que plus c'est détestés, parmi les 3 métiers les plus détestés avec les politiciens et la prostitution. Voilà. Et je le dis, je suis journaliste. Donc, et dans le même temps, chaque année à Sciences Po, en tout cas pour l'école de journalisme, donc c'est niveau master, on forme des futurs journalistes à peu près sur tous les formats. On a de plus en plus de candidatures qui viennent du monde entier, pas que de France, pour faire ce métier. Et parce que il y a cette quête du sens qu'on voit depuis 2 ans, dans le fait d'avoir un métier qui apporte du sens. Donc même s'il est difficile, même s'il est impopulaire, il a du sens et il apporte une sorte d'utilité quand même publique à faire ce métier. Et ça, on a beaucoup de candidats qui visiblement l'ont saisi et qui se motivent pour, même s'ils sont impopulaires, même si parfois ils peuvent se faire agresser dans la rue, puisque vous avez sans doute vu lors des manifestations sociales 2019. Surtout à l'époque des Gilets jaunes. Voilà, mais malgré tout, on n'est pas toujours très bien reçu quand on fait un reportage. Malgré tout, il y a cette quête de sens et cette idée que oui, le métier qu'on fait, donner de l'information, ça a du sens et ça est utile pour les consommateurs, comme vous dites. Les jeunes étudiants journalistes, ils ont conscience que le métier est impopulaire ou eux-mêmes le trouvent impopulaire, mais disent qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Ils se disent pas tout à fait les choses comme ça. Ils se disent c'est utile et donc il faut le faire. Et peut-être que on va pouvoir réinventer une façon d'avoir un lien
avec les gens à la fois qu'on interviewe et les gens qu'on informe, pour redéfinir ce lien et petit à petit restaurer le lien de confiance finalement qui est un peu détruit aujourd'hui. Donc quelque part, ils créent des nouveaux formats, ils pensent à des nouvelles formes de monétisation, des nouveaux business models, ils créent des startups de l'info qui n'existent pas, il y a quand même cette espèce d'effervescence. Moi, ça fait 11 ans que je dirige cette école et depuis quelques années, j'ai 8% des diplômés qui créent une startup de l'info. Avant, ce pourcentage était équivalent à 0. Donc on voit bien là qu'il y a une recherche d'autres choses, d'autres formats, d'autres modèles économiques. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez sur l'expérience du luxe. Enfin, vous disiez recherche du long, etc. Souvent, on dit le numérique, c'est les formes courtes, c'est l'immédiateté. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi une forme d'expérience, bien au-delà de la lecture, qui parfois peut surprendre. Et c'est ça ce que permet le numérique et qui est génial. C'est-à-dire que... Par exemple on a plein de formats qui viennent de marques, de médias, mais aussi de marques commerciales, qui créent des sortes d'expériences avec le lecteur juste depuis un smartphone qui vous accroche, c'est la question de l'attention. Oui, mais je vais vous arrêter, je vais me faire l'avocat du diable. C'est du brand content, c'est pas de l'information. Mais justement, le challenge, ça va être de créer ça pour de l'information, d'à la fois se faire inspirer, de créer de nouvelles expériences, des nouveaux formats qui permettent justement de scotcher quelqu'un sur son écran, de lui apporter du contenu qui a de la valeur et d'utiliser peut-être des choses qui sont au départ peut-être du brand content, peut-être des contenus commerciaux pour l'information. Mais ça va être ça l'activité du luxe qui pour le coup peut investir dans des productions. Enfin, moi il y a un exemple, alors c'est pas en France, c'est au UK, mais Tiffany a fait avec Heidi un numéro de 320 pages. Le magazine Heidi. Le magazine Heidi, donc Out of the Blue, shooté par Mario Sorrenti, 8 covers différentes. Impressionnant, avec évidemment tout un écosystème digital, etc. Et franchement, le magazine est vraiment super. Oui, mais là, je vais encore me faire l'avocat du diable. Mais c'est du brand content, on est d'accord, mais de qualité. Mais ce qui m'étonne, sinon pas que ça vous disiez ça, mais que ce soit Alice Antéum, c'est que ce qu'on reproche parfois à l'information, c'est justement de ne plus en être, parce que prime est donné à l'émotion. Je ne doute pas une seconde que ce soit scotchant, mais est-ce que c'est scotchant avec de l'info ou est-ce que c'est scotchant avec de l'émotion? Exactement, c'est ça le sens, et c'est ça qui est difficile comme équilibre à trouver, c'est une grammaire, on parlait du mot grammaire tout à l'heure, à réinventer, c'est de mettre de l'information dans des contenus qui vont capter votre attention. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé et qu'on voit émerger là depuis déjà la dernière présidentielle en 2017, c'est la fatigue autour de l'info. Globalement, là, les chiffres que j'ai, c'est qu'en France, on est à peu près à 36% des gens qui s'informent, qui disent parfois, j'évite de m'informer parce que, 1, je me sens impuissant, 2, ça me déprime, 3, franchement, ça m'empêche de dormir. Et donc, ce phénomène-là, en 2017, il était beaucoup moins important. Le pourcentage était peut-être autour de 26%. Là, aujourd'hui, on est à 36%. Mais je donne raison. Moi, j'ai coupé les pouces. Je donne un exemple. Vous avez un reportage de 40 minutes sur les centrales à charbon en Chine. On regarde ça. Que peut-on y faire ? C'est juste impossible. On ne sait pas comment ils survivent. Vous vouliez dire. Il y a peut-être un dernier point, pardon, je complète pour Alice et puis Didier. Ce passage pour justement cette fatigue liée à l'info, c'est qu'en fait, le fait qu'on se sente impuissant et que autant de gens nous disent en fait je refuse de m'informer ou j'évite ou je coupe de temps en temps pour moins subir, c'est que de plus en plus il y a des formes qui vous permettent, des formats d'information qui vous permettent après de passer à l'action. C'est-à-dire que ok, vous avez été scotché, vous avez été dans l'émotion, vous avez été touché, vous vous sentez impuissant, mais en fait on vous propose une façon d'avoir un geste utile, et c'est très facile avec un téléphone, soit parce que vous faites un don, soit parce que vous pouvez donner un peu de votre temps pour quelque chose qui vous a remué. On investit des formats de ce type où on donne, il y a un don qui est fait si l'internaute ou l'audinote regarde la publicité jusqu'au bout. Il fait le geste actif de donner à une association ensuite qui va être rémunérée. Et ça fonctionne bien. Parce que c'est win-win. C'est-à-dire qu'on leur fait voir notre pub jusqu'au bout, et en même temps, ils ont un geste, finalement, qui est positif pour une association. Donc, c'est comme ça qu'on essaye. Je précise pour qui prend l'émission en cours de route, Hervé Ribot-Schinberg, vous êtes le directeur média d'Intermarché, initiative d'Intermarché, je voulais le dire. Didier Falcan. Oui, je voulais vis-à-vis des jeunes journalistes, ils veulent pas faire du brand content. La pub, au contraire, c'est un peu le grand méchant loup. Donc, ils cherchent à trouver des nouveaux formats. Donc, effectivement, eux
chez eux, c'est plutôt recherché, alors c'est plutôt sur des réseaux sociaux, c'est plutôt sur le digital, etc. Je voulais faire la remarque aussi, à l'opposé, on voit la guerre en Ukraine. Le rôle du journalisme, il reprend tout son sens. Alors c'est vrai que c'est dur à voir, parce que les scènes qui sont tournées sont difficiles, et que c'est une vraie guerre, et qu'on ne connaissait pas depuis très très longtemps aussi aux portes de l'Europe. Mais malgré tout, le rôle des journalistes en sort, je dirais, renforcé. C'est bien parce que les journalistes sont là-bas qu'on sait ce qui se passe, à l'opposé de la désinformation de Poutine. Il faut quand même... C'est ce que voient bien nos jeunes candidats, ou en tout cas les étudiants qui nous rejoignent. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, vous connaissez comme moi les enjeux, mais c'est aussi une guerre de l'information. Il y a énormément de distribution de contenu qui arrive tous les jours, à chaque minute, de partout, et vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux. Comment vous faites pour repérer ce qui est vrai, ce qui est faux? Comment on fait pour nuancer les choses? En fait, il y a quand même un grand travail à faire, même si on n'est pas en reportage directement en Ukraine, pour faire ce travail hyper utile et pour le distribuer sur toutes les plateformes numériques. Et c'est là où les photos, parce que vraiment les photos sont très fortes, je trouve que les textes sont encore plus forts en fait, qui accompagnent les photos. Il y a ce rapport quand même photo et texte qui est très très fort. Et moi je trouve qu'on revient tous autour du sujet quand même de l'utilité démocratique de la presse. Et ça, c'est quand même le sujet central aujourd'hui. On voit à quel point sur la Russie, c'est important aujourd'hui. Vous prêchez je pense, déconvaincu. Dernière petite question, vous parliez, Alice Santéaume, de start-up de presse. C'est quoi un exemple, par exemple? C'est combiné ou c'est des choses encore plus pointues que ça? Ça peut être ça. Par exemple, vos étudiants. Deux de nos diplômés ont lancé une société de production audiovisuelle qui s'appelle Louis Média, qui désormais produit des podcasts. Vous en avez souvent sans doute entendu parler. C'est connu, Louis Média. Louis comme Louis. Oui, exactement. Enfin, comme Louis XIV, comme Louis l'oreille. Exactement. Voilà. Non, ce sont des diplômés de l'école de journalisme de Sciences Po qui ont lancé cette initiative qui aujourd'hui, maintenant, a pignon sur rue. Et c'est un exemple de ce qu'on appelle au départ une start-up de l'info, puis qui demain devient une société de production. Voilà, peut-être. Et va tous nous racheter. On leur souhaite. Mais voilà, c'est un des exemples qui peut apparaître. On s'est tout dit. J'étais ravi de vous avoir entendu. Merci à tous et toutes pour ce débat. Il faut l'arrêter parce qu'il y a l'actu qui arrive. Il y a une remise de prix. J'accueille maintenant, pour conclure, Gauthier Piquet. Il est le président de la CPM et le CEO de Publicis Média. Bonjour Gauthier. J'accueille maintenant pour conclure Gauthier Piquet, bonjour. Bonjour Philippe. Gauthier, vous êtes le président de la CPM et le CEO de Publicis Média. En tant que président de la CPM, parce que c'est là votre casquette, vous avez le mot de la fin. Que souhaitez-vous que l'on retienne de ces résultats et de ces témoignages que vous avez évidemment entendus, écoutés? Je pense que tout a été extrêmement dit et merci à vous d'avoir animé ces tables rondes et merci à tous les participants. Ce que j'ai retenu, c'est que les Français tout simplement aiment la presse sous toutes ses formes, dans son papier, dans ses podcasts, dans son digital. Les Français reconnaissent sa transformation, reconnaissent sa puissance, reconnaissent sa proximité, reconnaissent la confiance et reconnaissent le talent des journalistes. Donc je pense que tout simplement, la France, elle honore et elle aime la presse et je pense que c'est important de le dire. Il y a un travail spectaculaire qui a été fait toutes ces années et on en voit les résultats réels pendant cette période et cette crise sanitaire parce que plus que jamais, les Français ont tout simplement consommé, lu et adoré la presse. On pourrait aujourd'hui reconnaître la presse comme étant, on parlait tout à l'heure, Alice le disait très bien, d'utilité publique, je dirais plus que ça, même c'est une utilité sociale, sociétale, économique et surtout démocratique. La presse, tout simplement, est un pilier de notre pays. Elle nous protège de notre démocratie, elle protège le pluralisme, la liberté de penser. Et rien que pour ça, elle est structurante pour nous tous. On a parlé de ce qui s'est passé les dernières années, une grosse mutation avec l'arrivée du numérique, du digital. Quels sont les prochains challenges de la presse selon vous et comment la CPM, puisque c'est notre sujet, va les accompagner? Les prochains challenges, il faut à un moment savoir les dire, c'est que tout va bien en presse, sauf sa monétisation. L'audience est très forte. La transformation de la presse, elle est là. Et pourtant, malgré l'enthousiasme, on l'a vu tout à l'heure avec Hervé Ribaud d'Intermarché ou Stéphanie qui nous parlait du luxe,
c'est vrai que pour les éditeurs de presse, malgré tout ce qu'ils font, il est difficile aujourd'hui pour eux de convaincre, tout simplement, le milieu publicitaire, les annonceurs, d'investir en presse. Donc il faut à un moment que la CPM accompagne cette valorisation de transformation. La CPM le fait formidablement avec le Digital Ad Trust sur toutes les dynamiques qui existent autour du digital avec le SRI. La CPM le fait très bien sur les podcasts, avec aujourd'hui la certification des podcasts. Et donc le rôle de la CPM, c'est d'accompagner la mutation que font les éditeurs et de la rendre plus lisible, perceptible pour les agences médias, pour les agences créa, parce que c'est important dans l'écosystème, et évidemment pour les annonceurs. Le vrai challenge, c'est la monétisation. Je pense que les éditeurs ont fait une grande partie du travail, vont continuer à la faire. Maintenant, il faut aussi en avoir tout simplement et récolter les fruits et les bénéfices. Vous pensez aux droits voisins ou pas du tout? Ça n'a rien à voir, ou c'est aussi un sujet connexe et très important? C'est un sujet connexe et très important. Ce qui est important, c'est de protéger aujourd'hui notre démocratie, c'est de protéger cette richesse culturelle. Il n'y aurait pas de presse, il n'y aurait pas de culture en France. Donc aujourd'hui, la presse, c'est la culture, c'est les mots. S'il n'y a plus de presse, il n'y a plus de mots. S'il n'y a plus de mots, on sera dans un paysage à un moment que de sons et d'images. J'ai énormément de respect pour la radio, mais je pense que c'est un équilibre qu'il faut préserver. Donc aujourd'hui, très clairement, ce sujet, il est pas que connexe, il est complémentaire. Il faut à un moment protéger tout simplement le travail des éditeurs, le travail des journalistes. Tout travail mérite salaire, tout travail mérite revenu. Et aujourd'hui, cette transformation, il faut qu'on l'accompagne avec plus de revenus publicitaires. Merci beaucoup Gauthier Piquet. Vous nous donnez rendez-vous et nous vous donnons rendez-vous ce soir à 18h. Ce sera la cérémonie des étoiles de la CPM qui sera diffusée sur le site demainlapresse.fr. Demainlapresse tout attaché.fr. Ça sera du live streaming. Merci encore. Merci, à tout à l'heure. À ce soir.